Bonjour à tous, on va pouvoir commencer cette table ronde puisqu'on a la chance d'avoir bénéficié d'un quart d'heure supplémentaire offert par l'organisation. Donc on a un peu plus d'une heure ensemble jusqu'à 16h30. Je suis Dorian Marcelin, je suis le rédacteur en chef d'Alliancy, donc un média dédié à la transformation des organisations, qui n'est pas spécialisé sur les sujets de cybersécurité, mais c'est l'une de nos rubriques. Et donc j'observe avec intérêt les évolutions qu'il y a au niveau de tout type d'organisation sur ces sujets-là. Notre table ronde a pour thème préserver l'intégrité de vos chaînes d'approvisionnement à l'ère de NIS 2. Et le but, c'est qu'on puisse en parler à la fois avec des personnes qui accompagnent cette transformation et des personnes qui la vivent directement dans leur organisation. Donc peut-être pour commencer, même si je pense que vous êtes tous familiers avec le sujet, NIS 2, donc le Network Information Security, est la directive qui s'appuie sur les acquis de NIS 1, qui a été voté en 2016 et transposé en 2018. Et là où, évidemment, NIS 1, qui avait déjà provoqué beaucoup de changements concernait 10 secteurs stratégiques et peut-être, si on prend l'exemple français, une centaine d'organisations avec l'obligation de déclarer des incidents à l'ANSSI, de mettre en œuvre des mesures pour réduire l'exposition de leur système critique au risque. NIS 2, c'est quelque part un passage à l'échelle. La publication a eu lieu en décembre 2022 au journal officiel de l'Union européenne et concrètement ce sont de très nombreux secteurs cette fois-ci qui sont concernés. Si vous consultez les annexes pour voir si vous êtes concerné, on a au moins 18 secteurs qui le sont et donc des milliers d'organisations cette fois-ci qui sont concernées à partir du moment où elles ont plus de 50 employés ou un CA de plus de 10 millions d'euros. Et ça concerne aussi, du coup, des aspects différents de la chaîne d'approvisionnement, de la supply chain, dont la chaîne d'approvisionnement numérique, on va dire. Et là-dessus, l'intérêt d'avoir cette table ronde aujourd'hui, c'est que la transposition dans le droit national doit se faire au plus tard d'ici octobre. Même s'il y a un délai de mise en conformité qui est permis, le temps que les organisations s'adaptent sur certains sujets. Mon regard de journaliste, pour dire un mot là-dessus, c'est que dans la presse, les spécialistes nous en parlent depuis longtemps. On en entend parler depuis longtemps. En 2024, c'est comme si tout le monde redécouvrait le sujet. D'un coup, il y a des nouveaux articles qui ressortent sur NIS 2 et tout devient beaucoup plus urgent sur le sujet. On a notamment la petite question en France qui concerne les collectivités, avec pas mal de lobbying, puisque ça sera à l'État, au gouvernement de décider un peu le curseur vis-à-vis des collectivités, à quel point elles seront concernées. Donc il y a un peu d'action là-dessus qui est menée et qu'on voit ressortir dans la presse. Bon, passé cette petite introduction, j'ai le plaisir pour discuter de ce sujet et de voir comment on arrive à embarquer à la fois son entreprise et l'écosystème autour d'elle sur un sujet comme NIS 2, de parler avec des personnes qui sont confrontées directement. Alors je vais le faire dans l'ordre où vous êtes installés, messieurs. Donc j'ai avec moi Pierre-Marie Elor, qui est le directeur cybersécurité de Framatome Cybersecurity. Sander Zeldmaker, qui est le directeur du DISAM Institute. Mourad El-Malki, qui est le RSSI d'Intercloud. David Mudd, qui est Global Head Digital Trust Assurance de BSI. Et Anthony Goncalves, qui est le CISO du groupe Nutrition et Santé. Dont on dira plus parce que ce sont surtout les marques qui sont connues plutôt que l'appellation nutrition et santé. Donc ce qui est peut-être intéressant et pour commencer cet échange, évidemment on aura en fin de session l'occasion de répondre à vos questions si vous en avez. C'est peut-être de savoir ce que change NIS 2 pour vos organisations, dans le cadre de vos organisations.
Et peut-être pour commencer, vous demandez chacun de dire un mot sur votre périmètre de responsabilité et de présenter votre organisation auquel cas, et nous dire s'il y a eu des évolutions finalement récentes ou dans l'approche de supply chain auquel vous êtes confronté. Pierre-Marie, je vous laisse commencer. Bonjour, enchanté, Pierre-Marie Laure. Donc, je suis directeur cybersécurité, plus particulièrement des activités d'instrumentation et de contrôle commande des installations nucléaires. Auparavant, j'étais directeur cybersécurité du groupe RATP, auparavant à l'autorité de sûreté nucléaire et encore avant une carrière de 18 ans dans la marine nationale, plus particulièrement. Et je suis également membre du CESIN, avec lequel j'interviens aujourd'hui. Donc déjà, merci d'être présente et présent aujourd'hui, dernier jour parmi les dernières interventions du FIC, passionnant. Merci aussi pour ce sujet intéressant, la chaîne d'approvisionnement, la supply chain. En plus, c'est une nouveauté de la NIS 2, donc elle intervient en apportant des nouveaux processus, des nouvelles obligations, des nouvelles contraintes qu'on a, parce que chez Framatome, on est nous-mêmes supplier pour des centrales nucléaires, mais on a également une supply chain en tant qu'ensemblier d'équipements. Donc la NIS 2 et la supply chain fait partie des nouveautés de cette réglementation. Nous, c'est quelque chose qu'on adressait auparavant, surtout par un biais qualité, c'est-à-dire qu'on pouvait auditer des fournisseurs ou être audité nous-mêmes en tant que fournisseurs. Et aujourd'hui, on va avoir des contraintes et des effets de levier pour embarquer la cybersécurité sur plusieurs volets. Un volet certainement réglementaire, une approche de conformité, également un volet opérationnel, certainement, à travers là aussi des audits ciblés, y compris des audits d'architecture, des tests d'intrusion ou des audits de configuration pour vérifier la conformité d'une prestation, parce que je rappelle au passage que les prestataires ne sont pas censés être conformes à la NIS 2, mais la prestation qu'on a avec eux est censée répondre en tout cas aux impératifs de la NIS 2, donc il faut s'en assurer. Et puis mettre en place des processus, notamment lorsqu'on a des interconnexions, des processus de gestion des arrivées, des départs par exemple. Hein, voilà, donc ça c'est juste des exemples du volet opérationnel. Et puis il y a un volet certainement humain après ce processus réglementaire, certaines contraintes opérationnelles que j'évoquais, un volet certainement humain pour embarquer notamment des plus petits prestataires dans une sensibilisation, pourquoi pas les intégrer à des processus de gestion de crise, et puis également voilà, fédérer un écosystème autour de la cyber, notamment auprès de ses fournisseurs. On aura effectivement l'occasion de revenir sur ces aspects finalement du dialogue avec les tiers, parce qu'il est particulièrement important. Sander, quelle est votre vision aujourd'hui du sujet, et présentez-nous le DISAM Institute. Vous pouvez écouter en anglais ou en français, évidemment. Une partie de la conférence a lieu en français, l'autre partie en anglais, donc n'hésitez pas, il y a encore des casques à l'entrée. Pardon, Sander. Merci beaucoup. Donc, je continue en anglais. Je suis responsable de l'Institut Dyson. Nous sommes une entreprise de consultance. Donc, c'est la gouvernance de la cybersécurité. Je suis aussi chercheur à Cambridge. Également, nous avons contribué au Forum économique mondial et nous offrons des services de consultance et nous traduisons le dialogue technique vers un dialogue non technique. Et nous observons 3 changements. Cela concerne comment vous concentrez tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, et nous dépendons des technologies. Les entreprises sont interconnectées entre elles et tout impact dans la gestion des risques devient très significatif.
pas seulement dans l'espace technologique, mais aussi cela affecte vos entreprises, votre espace financier. Et voilà pourquoi il y a une discussion large. Ce sera un prérequis pour faire des affaires dans cette époque de technologie. Nous observons aussi autre chose. Qu'est-ce qui est critique comme technologique dans cet espace? Quels sont les fournisseurs clés? Et nous devons comprendre et l'évaluer. Évidemment, avec beaucoup de travail qui doit être fait, c'est une pression supplémentaire sur l'organisation. Et on l'observe, on va évaluer qu'est-ce qu'il faut changer. Certaines organisations vont devoir étudier leur politique et vont avoir beaucoup de débats, mais tout cela demande du temps. Et dans cet espace, on voit un deuxième développement. Il y a des entreprises qui donnent des points, des notes. Quelle est la situation dans l'entreprise? Quelle est l'évolution? Et dans un avenir proche, on s'attend qu'il y aura des techniques de simulation pour voir que feront vos fournisseurs à l'avenir. Comment est-ce qu'ils vont utiliser de façon robuste leur stratégie de gestion de risque? Et tout cela va vous aider à avoir un dialogue avec vos fournisseurs et commencer à avoir des discussions. Nous pensons que voilà, vous devez changer cela, vous devez améliorer. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet-là aujourd'hui? Et cela peut changer vos relations. Et on en arrive au troisième point. Comment nous allons travailler ensemble? Le fait est que vous devez avoir des relations fortes avec vos fournisseurs. Pourquoi? La gestion des risques cyber, eh bien, ces risques peuvent avoir des impacts très, très forts. Qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre ces problèmes? Évidemment, les fournisseurs et les relations avec vos fournisseurs sont très importants. Et il faut vraiment réfléchir à nouveau sur vos collaborations. Si vous n'avez pas de bonnes relations avec vos fournisseurs en temps réel, qu'est-ce que vous allez faire? Avec qui vous devez parler? Vous devez partager des connaissances, vous devez collaborer, vous devez faire des exercices pour être prêt. Donc ça, ce sont des changements. La sécurité ne sera plus une option. Ce sera obligatoire si vous êtes dans cet espace-là. NIS 2, c'est le début de l'histoire, quelque part, par rapport à tout ce que vient de nous dire Sander, et notamment sur l'avenir technologique qui se présente devant nous. Mourad, l'intérêt d'Intercloud pour le sujet de cette conférence et par rapport à votre périmètre, est-ce que vous voyez changer aujourd'hui? On le voit changer en fait. Vous savez très bien qu'il y a 5 ans, voire un peu plus, on a commencé à avoir un engouement pour la modernisation en fait des solutions, et qui s'est suivi en fait par des décisions des différents CTO, DSI pour un move to cloud. Donc ça, on l'a vu, ça veut dire automatiquement qu'il y a une augmentation considérable de la dépendance vis-à-vis de la supply chain, en fait, des chaînes d'approvisionnement. Et ce qui veut dire automatiquement que ça augmentera de façon naturelle la surface d'exposition en fait, au risque. Et je pense que le fait que NIS 2 arrive, et on attend la transposition justement, et puis après bien évidemment, vu que la régulation va permettre à l'ANSSI, qui est l'autorité de régulation en France, d'appliquer des sanctions. En gros, on fait une approche équivalente à ce qui s'est passé avec GDPR. Ce qui rend la chose très très intéressante, c'est le fait en fait qu'il y aurait ces sanctions, ce qui veut dire automatiquement, et là je rebondis sur ce qu'a dit Sanders, c'est que la sécurité ne sera plus un luxe. Tout le monde va devoir l'implémenter et mettre en place les mesures nécessaires, ou au moins s'inscrire dans une approche en fait d'amélioration continue. Quand on regarde un peu ce qui se passe, et puis l'ensemble des mesures qui sont induites par NIS 2, on voit bien qu'il y a de l'ère d'ISO 27000. Donc en fait, il y a un ensemble de requirements qui va être que les entreprises et les différents acteurs vont devoir mettre en place afin de minimiser les risques. Et ça, en fait, nous, de notre côté Intercloud, comment on se positionne entre les clients et les différents clouds à l'échelle mondiale, on voit ces dépendances, en fait,
s'agrandir et les risques qui sont inhérents à ce type d'exercice augmenter et exposer les données et les applications de nos clients à des risques accrus. Donc encore une fois, NIS 2 est quelque chose de très très important et on sait très bien que s'y conformer va prendre un peu de temps. Encore une fois, c'est la même chose que ce qui s'est passé avec GDPR. Et nous, de notre côté, on va essayer d'accompagner nos clients pour justement montrer le chemin pour une adaptation, une adoption un peu plus simple de la norme. David, est-ce que vous pouvez nous présenter BSI et nous partager votre regard sur le changement en cours avec NIS 2? Thanks, Dorian. Merci beaucoup. Avant de parler de notre rôle, pour moi, les nouvelles, ce n'est pas NIS 2. Ça, c'est de réglementation. La réglementation est là.